Au moment où le pays traverse une des étapes les plus critiques de son histoire, il n'est pas anodin de dresser déjà le constat selon lequel le débat socio-politique se transporte dans la rue, cédant parfois place aux violences verbales et physiques. Tellement l'atmosphère polluante des misères suscite des comportements au-delà de l'entendement. Que dire de cette haine nourrie à travers des discours incontrôlés, savamment orchestrés par certains compatriotes au nom de la démocratie et de la libre expression? Que dire des postes des influenceurs et influenceuses qui traduisent dans les faits un climat délétère, suscitant méfiance et antagonisme? Au fait, le Cameroun bascule-t-il vers une autre ère, mais laquelle? S'interroge alors nos citoyens. Pourquoi la quasi-totalité des discours prônent le changement dans un contexte où certains réclament une alternative en lieu et place d'une alternance tant voulue par une classe sociopolitique visiblement déçue de la gouvernance du renouveau? A noter d'ailleurs que le changement au Cameroun peut se référer à divers aspects, notamment le changement politique, le changement climatique et le changement socio-économique. En cette année cruciale, le changement souhaité par presque tous serait celui lié à la politique. Le Cameroun a connu un changement de pouvoir en 1982 lorsque Paul Biya a succédé à Amadou Ahidjo. Depuis lors, le Cameroun a traversé des périodes de stabilité relative, mais aussi des crises, donc la crise anglophone et les attaques Boko Haram qui persistent. De plus, le pays est confronté à des défis liés à la gouvernance et à la consolidation de la démocratie. Est-ce de ce changement de cap que souhaite alors le peuple camerounais? Le Cameroun n'est-il donc pas maudit? Il traverse d'ailleurs et seulement une petite impasse dans l'itinéraire de son histoire politique qui va se stabiliser cette année, nous disent alors les soutiens de ce régime. Autant les balbutiements de l'ordre d'en face vont bientôt s'estomper pour céder place au vrai changement. Mais lequel? Pourquoi autant de dynamisme et de solidarité autour du changement? Que veut-on changer et pourquoi cette présidentielle du 12 octobre serait l'occasion idoine de changer l'ordre établi? En d'autres termes, pourquoi l'argument du changement domine les débats? Toutes ces questions et bien d'autres d'ailleurs nous intéressent ce jour, vous intéressent également dans le cadre de votre débat hebdomadaire. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à la palabre intellectuelle, bienvenue au débat, votre festin panafricain. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Toutes nos excuses d'ailleurs pour ce retard strictement ce matin dû à des questions internes qui nous ont permis de perdre environ 50 minutes pour lancer cette émission, mais nous y sommes en une heure. Nous essayerons de vous donner l'essentiel de ce qu'il fallait dire ce matin par le biais de notre panel, déjà sur ce plateau 101 de la maison de production de Dash TV, émettant depuis Douala au Cameroun. Nous ouvrons les hostilités, effectivement, par vous, Henri Louis Djemandeng, universitaire, chef d'établissement en politique, vous êtes à mon extrême droite. Vous nous rendez visite ce matin. Bonjour, mon cher. Bonjour Raoul, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Bonjour à mes collègues ou à mes collaborateurs juste à côté du panel aujourd'hui, apparemment assez outillés. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de faire partie de cette équipe, d'être partie prenante de cette palabre intellectuelle. C'est un plaisir, Raoul, d'être là. Et je pense que nous avons à dire. En tout cas, vous allez constater que le contexte n'est pas celui d'habitude, mais on fait avec. Hein. Lorsqu'un serpent vous mord, vous ne cessez pas de vivre. Vous essayez de traiter la plaie et vous continuez votre vie tout calmement. Nous allons une nouvelle fois nous excuser auprès de nos téléspectateurs. Beaucoup ont certainement déjà pris la peau de Descampette, mais nous espérons que vendredi prochain, ils seront avec nous. Alors, je vous ai gardé quelque chose. Vous avez entendu la vraie fausse démission de l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, Marc Brice. Une affaire qui suscite quand même beaucoup de polémiques ces dernières heures.
On parle d'une lettre qui a été écrite de main de Marc Brice, disant d'ailleurs que du fait des arriérés des salaires, il démissionne de son poste d'équipe nationale du Cameroun, Fagnon. Mais quelques heures plus tard, ou bien quelques jours plus tard, c'est un rebondissement qui revient à la surface, où ce dernier remet d'ailleurs en question cette lettre en disant qu'il n'a jamais démissionné au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Quand on sait que l'équipe nationale prépare des échéances très proches maintenant, des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026, et il y a quand même lieu de s'inquiéter sur le climat qui est délétère, qui sévit au sein de cette équipe nationale. Alors, cette complot, avec cette polémique, comment vous l'analysez? Alors, moi, j'ai une autre lecture, hein, parce que l'avènement de notre entraîneur, je vais l'appeler ainsi, c'est-à-dire la venue de notre entraîneur Marc Brice au sein de l'équipe nationale du Cameroun a été déjà polémique à la base. Elle a été polémiquée à la base. Et du coup, on se retrouve forcément à une continuité. Pour moi, c'est une continuité qui n'aurait pas dû être si, bien évidemment, au départ, on avait respecté effectivement les textes. Si au départ, chacun s'était mis à sa place, alors on ne se retrouverait pas là. En fait, nous avons un monsieur qui, depuis qu'il est à la tête de la sélection camerounaise de football, c'est-à-dire a un fonctionnement en zigzag. On ne sait pas. En fait, quand il doit être au Cameroun, parce qu'il ne vit pas au Cameroun, il faut aussi déjà le dire, quand il est au Cameroun, il faut toujours faire le buzz. Alors, il y a des bombes de temps en temps. Quand il n'attaque pas de manière frontale le président de la Fédération camerounaise de football, c'est des polémiques vraiment inutiles qui ne font pas avancer le football camerounais. Et au-delà de ce que certaines personnes peuvent penser, son bilan pour moi est mitigé. Non, nous n'entrons pas dans le bilan. Il est mitigé et ça fait que non, je n'entre pas dans le bilan. Ce qui veut dire... Dieu Banding, s'il vous plaît, je vous en prie, vraiment. Vous avez vu, on a pris l'émission d'abord de l'État. Oui, donc soyons concrets. Rentrons immédiatement dans la polémique. Je parle de cette polémique. Alors, je disais donc tantôt que par rapport à ce comportement-là, on ne peut aboutir qu'à ce que nous avons aujourd'hui. Parce que quand vous regardez que il a fait une lettre qu'il a adressée au ministère et naturellement à la fédération. La fédération, par contre, a pris acte de ces lettres parce que hier, la fédération a publié une lettre qui reconnaissait et effectivement la démission de Marc Brice. En fait, la fédération ne reconnaît plus Marc Brice à l'heure où nous parlons comme entraîneur, sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Bon, maintenant, s'il y a des revirements, ça veut dire que l'arbre qui cache la forêt revient au galop. Parce qu'en réalité, c'est ce que j'appelais tout à l'heure de balbutiement et de zigzag. Parce qu'on nous montre quelque chose, en réalité, il y a autre pensée, il y a quelque chose derrière. Et c'est qu'il y a derrière, en fait, il faut le dire clairement. Il ne faut pas se le voiler, les faces. Alors, cette polémique, il y a le ministère de ce qui a été initié dès le départ. Selon vous, cette polémique est la résultante de ce qui a été initié dès le départ. Donc, bien sûr. Un jeu flou et qui va de polémique en polémique. Bien sûr. Et qui, malheureusement, ne fait que se poursuivre. Bien sûr, mais ce qu'il faut retenir, Raoul, ce qu'il faut retenir, c'est que tout cet amalgame n'aide pas le Cameroun en ce qui concerne les prochaines échéances. C'est-à-dire nous avons la CAN que nous devons préparer. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui sont déjà très proches là. Ça frappe bien à la porte. Donc, il faut comprendre que en fait, ce sont les Camerounais qui souffrent parce qu'on sait que le football au Cameroun, c'est l'opium. Vous avez dit l'essentiel, je vous appelle. On va pas poursuivre là. Donc, vous avez déjà dit l'essentiel. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation à un réélu Dieu Banding, universitaire, chef d'établissement en politique. Nous rejoint également sur ce plateau Junior Abena. Junior Abena est d'ailleurs de la société civile, mais il est le coordonnateur régional d'ailleurs des partis politiques. Donc j'oublie très souvent nos noms sur ce plateau. En tout cas, Junior aura le temps de nous
de nous rappeler tout à l'heure. Junior, bonjour. Bonjour mon cher. Je m'excuse d'avoir oublié votre parti politique. Non, nous sommes bien. Il y a MCPP, un truc comme ça. Bon, vous allez mieux nous dire. Bonjour à mes co-panélistes. Je dis bonjour à tous nos millions de téléspectateurs qui nous suivent peut-être avec un léger retard. Mais nous sommes là et nous sommes fidèles au rendez-vous parce que vous savez, le tableau dans sa version débat, elle est constructive aussi, elle apporte la réflexion. Bon, pour rajouter à votre dénomination, je suis le coordinateur régional du MPCC pour le littoral. MPCC. Un parti qui est à la course. Voilà, Jean-Blaise Gouet qui est également candidat à l'élection présidentielle qui s'annonce. Merci Junior Abena. Vous êtes également un membre dirigeant d'ailleurs du FOCACO, on va dire la Fondation camerounaise de consommateurs, qui interroge d'ailleurs les candidats sur une question principale. Que disait-il sur la consommation du whisky en sachet? C'est quand même intéressant ça, Junior. Effectivement, vous savez, la Fédération camerounaise des consommateurs, nous sommes dans le consumérisme, la défense des droits des consommateurs, et ce combat contre le whisky en sachet, c'est depuis pratiquement bientôt 10 ans. Et vous savez, plusieurs ministres ont signé l'arrêté de production et de vente de ces whisky qui causent des dommages. Et là, on parle de plusieurs ministres, c'est-à-dire que c'est multi-sectoriel, que ce soit le ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie et tout, et même le latte, parce que vous savez qu'à un moment donné, il y a des préfets qui ont décidé d'arrêter la commercialisation. Oui, il faut vous parler, exactement. Qui est d'ailleurs un exemple à suivre. Exactement, parce que vous savez, le drame, c'est les ravages, les dommages que ça impacte auprès des populations, jeunes surtout. Dans nos villages, je vous dis, c'est des hécatombes. Et nous voyons des maladies qui arrivent, des cirrhoses de foie, des problèmes, vraiment des pathologies inguérissables, parce qu'en réalité, les populations consomment ce breuvage mortel, et à la fin, c'est toujours l'État ou la société qui paye le prix, parce que quand vous êtes malade, vous devenez à la charge soit de votre famille, ou soit de l'État, qui va tout dépenser, parce qu'il faut mettre des structures de santé, il faut mettre l'accompagnement et même la prise en charge. Donc, autant de choses, voilà pourquoi nous alertons les pouvoirs publics dans certains ministres qui jouent toujours au chat à la souris. On ne comprend pas. Et voilà pourquoi la FOCACO tire la sonnette d'alarme et dit, mais monsieur les dirigeants, faites un effort de suspendre ça. C'est ça votre combat. Et vraiment, nous voyons que bon, il y en a qui avancent, mais il y en a qui sont toujours dans le genre de fer. Je voudrais également vous écouter. Il faut dire que je voudrais vous écouter également sur la vraie fausse démission de l'entraîneur national. Vous avez suivi cette information? Oui, nous avons suivi cette information. Je pense même hier, ici, nous avons débattu de ça avec un expert du sport. Mais nous comprenons ici, en réalité, que M. Marc Brice, qui ne réside pas au Cameroun, parce qu'il faut que les Camerounais le sachent, il est à l'extérieur, parce que, bon, vous savez que la plupart, son travail, en général, c'est aller détecter les joueurs. Et vous savez que la plupart des Lions, aujourd'hui, sont dans des grands clubs à l'étranger. Il faut les suivre à l'international. Donc, M. Marc Brice a des soucis, parce que, vous savez, les Occidentaux s'accommodent très mal à nos pratiques ici. Lorsqu'il y a un contrat et que le contrat stipule que le règlement, par exemple, des salaires doit se faire à telle date, et que lorsque ça commence à traîner 1 mois et 2 mois, ça pose un problème. Ils ne sont pas habitués aux histoires de Salamalek, aller dans les ministères, bousculer les dossiers et tout, comme ces précédents ont eu. Vous savez, ces précédents. Même Japon Lakono, qui était très souffrant, a eu ces mêmes problèmes. Donc, cette commodité-là n'est pas des usages des Occidentaux. Et très vite, il aurait commis une lettre, puisque la Fédération camerounaise aussi a eu copie. Donc, on a vu les mails qui ont été déposés par une structure d'autorité. Donc si on vient maintenant remettre en cause cette structure de mailing qui a autorité de distribuer un courrier postal et qui vient de l'étranger, donc on comprend que réellement M. Marc Brice n'était plus en hauteur de sainteté avec ses employeurs, c'est-à-dire que l'État, parce qu'il est payé par les pouvoirs publics, par l'argent du contribuable, certainement qu'il a eu un raz de marée, et vous savez qu'il est sollicité aussi ailleurs. Donc peut-être c'était une surenchère. Mais il y a que quelque part, il a démenti. C'est ça qui surprend quand même les Camerounais. Maintenant, la Ce démentir, il est arrivé comment?
il a fait un démenti sur la chaîne nationale, le 20h, où il a expliqué qu'il ne se reconnaissait pas dans cette correspondance et que lui reste toujours le Code des Lions, sauf que la correspondance est bien arrivée au destinataire, parce qu'il est l'expéditeur. Question, qui a donc imité la signature de Marc Brice jusqu'à envoyer des correspondances, et ce type de documents qui arrivent, c'est quand même difficile à entendre ça, à comprendre. Cela. Oui, on peut comprendre, parce que nous sommes dans le monde des affaires. Et dans le monde des affaires, on peut se rétracter, on peut se rebiffer, on peut se... Sauf qu'il faut avoir du courage pour dire, ok, j'ai pris une décision et je suis revenu sur ma décision. Vous dites exactement. Ce courage-là doit être motivé par les politiques, parce que vous savez que les échéances, il faut voir dans l'opportunité. Et je pense que c'est cette opportunité qui cause un problème. Marc Brice aurait pu démissionner depuis très longtemps. Même dernièrement, lorsqu'il a dit qu'il va combattre et tout, lui, quand on lui a posé la question, quels sont vos combats, il aurait pu démissionner depuis. Mais maintenant, sa démission arrive à un moment très tragique, très stratégique, où nous avons besoin d'un certain calme. Le président a dit qu'il faut la paix avant, pendant et après. Donc, l'histoire des Lions aujourd'hui, si le coach commence à être dans la défection, vous imaginez que ça met en mondo-vision, ça expose le régime, ça expose le gouvernement, ça expose les pouvoirs publics qui ont le contrôle aujourd'hui et la charge des Lions, ils ont pris carrément, ils ont arraché à la fédération. Donc, ça les met en porte-à-faux avec un discours où il disait que c'est plutôt la fédération qui était dans le mismanagement. Alors, vous avez été entendu, mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs ministres qui ont signé des contrats ici sans l'avis de la Fédération camerounaise du football. Ça me rappelle le ministre Edouard, par exemple, qui a signé un contrat et ça n'a pas fait tout le bruit que c'est en train de faire avec le cas Marc Brice. Bon, on laisse les footballeurs eux-mêmes juger leur affaire. On prend seulement hâte. Vous n'avez pas la parole, je vous en prie. On est en train de poursuivre sur une autre présentation. Depuis la Guadeloupe, nous voyons notre ami qui nous rejoint également sur ce plateau. Nous allons d'ailleurs nous en excuser. Nous allons lui présenter nos excuses parce qu'il a longtemps attendu effectivement le docteur Irénée Géniem. Docteur, bonjour. Bonjour Raoul. Mais merci d'être là, je commençais à désespérer. Ouais. Et je découvre un nouveau panel dont l'une des parties ne m'est pas inconnue. Donc, content d'être là. Bon, on a pris un temps pour pleurer un peu. Hein. Parfois, il faut pleurer aussi, hein, docteur. Parfois, il faut pleurer. Lorsqu'on vous tape un peu, pleurer. Ça pouvait être pour la bonne cause. Ça pouvait être pour la bonne cause, c'était pas intentionnel, le retard. Merci beaucoup d'avoir attendu docteur Irénée Géniem, docteur en linguistique anglaise, certifié d'anglais, DUT des finances, comptabilité universitaire, auteur, entrepreneur, panafricaniste, membre de l'association guadeloupéenne Racines polonien du continent et de ses diasporas. Effectivement, alors, vous êtes connecté également sur l'actualité des crypto-monnaies. Et l'information, en tout cas, nous vient des États-Unis, où le président Donald Trump aurait donc signé un décret retirant les billets des banques en circulation pour se déplacer désormais à la crypto-monnaie. On va dire que la monnaie numérique prend de l'espace au point où bientôt on va oublier les billets, la monnaie physique. Le monde se numérise, donc c'était déjà dans l'air. Cette nouvelle évolution n'est pas, disons, étonnante, parce que tout s'est numérisé aujourd'hui. Le courrier n'est plus le courrier postal qu'on connaissait avant, et la monnaie, c'est des billets et c'est des pièces. Donc, tout ce qui est papier est menacé. Tout ce qui est papier a de fortes chances de ne plus exister. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne connais pas le fond du débat, mais je le vois de l'extérieur, comme la question que tu me poses là. C'est tout nouveau, donc je n'ai pas pu lire quoi que ce soit là-dessus. Est-ce que cela va renforcer la mainmise disons, des groupes de pouvoir sur le contrôle de la masse monétaire, pardon, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Donc, mais bon... En tout cas, nous avons un spécialiste ici. C'est à peine qu'on paye maintenant avec de la monnaie solide. Hein. C'est la carte bancaire, c'est par Internet. Il y a très longtemps que je n'ai pas eu de billet de banque dans ma poche. Hein. Donc, d'une certaine façon, la numérisation était déjà là, puisque tout marche maintenant ou la plupart des choses qu'on fait maintenant marchent par
par des paiements télématiques. Hein. Donc c'est une évolution prévisible et logique dans la dynamique dans laquelle on s'inscrit depuis à peu près 20 ans. Alors, je vous suggère d'être très attentif parce que nous avons un spécialiste de ces questions sur ce plateau qui va certainement nous éclairer. Vous allez également avoir des connaissances sur la question et dont nous allons maintenant l'accueillir. Le docteur ingénieur Ndoumafis Jean-René, il faut le rappeler, universitaire, expert financier, économiste, consultant, écrivain, auteur de l'ouvrage Disruption monétaire au Centrafrique. Un ouvrage d'ailleurs qui met au centre d'ailleurs cette crypto-monnaie. On en parle avec vous. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Pépin. Bonjour aux éminents copanélistes, au docteur Gilles Niem en particulier qui n'est pas ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs. Je salue l'Afrique, je salue le monde. Merci de m'avoir invité. Je voudrais vraiment apprécier votre patience, docteur ingénieur. Vous avez attendu près d'1 heure de temps pour lancer cette émission. Ça nous fait beaucoup de plaisir et ça démontre suffisamment la passion que vous avez pour ce programme et nos téléspectateurs que vous respectez d'ailleurs. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant, vous êtes l'auteur d'un ouvrage d'ailleurs qui est d'ailleurs plus que jamais d'actualité. Et le décret du président Donald Trump qui fait en sorte, qui demande le retrait des billets de banque pour céder place à la crypto-monnaie, révolutionne davantage ce monde en matière de monnaie numérique. Dites-moi un peu plus sur la question, docteur ingénieur. Alors, il faut rappeler aux téléspectateurs que quand on parle de monnaie numérique et qu'on parle de crypto-monnaie, il s'agit d'une révolution. Parce que la première, c'est le Bitcoin. En 2009, oui, adossé à la technologie de la chaîne de blocs. Ouais. C'était pour contester, n'est-ce pas, les désirata du système bancaire et financier classique. Après la deuxième crise financière internationale, celle de 2008. Donc, ce sont des libertaires qui ont décidé qu'il y ait des monnaies, des crypto-monnaies, des monnaies cryptées. Tout à fait. Pour faire des transactions sans passer par un organe central, que ce soit une banque, un pays ou un État, quelle que soit l'institution. Parce que le système classique est axé sur les banques centrales. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est très centralisé et très contrôlé par une minorité. Donc, le président Trump, qui a toujours donné le ton par rapport au Bitcoin, par rapport au fait qu'il veut que les États-Unis soient le pays leader dans le domaine des crypto-monnaies, est en train de poser des actes qui vont dans ce sens-là. Il a légalisé l'utilisation des stablecoins, c'est-à-dire le USDT, qui est donc une monnaie numérique stable, adossée au dollar américain. Et là, il commence à vouloir retirer les billets de banque de la circulation pour les numériser. C'est pour renforcer la position du dollar dans le monde entier. Parce que vous savez que le dollar a de sérieux problèmes de dollar fiduciaire, avec la dédollarisation qui ne fait que croître et l'action des BRICS+, qui elle est déjà digitalisée avec les BRICS Pay et tout ça. Donc il fallait passer directement à la phase de digitalisation du dollar américain. C'est ce qu'il a fait. Et donc, et d'ailleurs, en pleine ère de la digitalisation de tout, la monnaie ne saurait être une exception. Ce qui est quand même aussi à constater, c'est que beaucoup de pays, et notamment en Afrique, donnent l'impression de ne pas être au courant de ces évolutions qui sont d'un enjeu géostratégique important, capital. Quand on parle de commerce, on parle de monnaie, on parle de finance. Donc, quand on parle de politique, on parle d'économie, on parle de finance, etc. Donc, tout est lié. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement en plein dans un nouvel ordre monétaire mondial. Alors, est-ce bon donc pour les États-Unis? On va dire que Donald Trump voudrait sauver peut-être la face. Vous avez parlé tout à l'heure de la dédollarisation qui prenait déjà de l'espace. En entrant maintenant dans ce système, ça lui permet quand même de garantir une stabilité monétaire. Oui, ça va améliorer, ça va freiner la dédollarisation et on peut atteindre le stade où le dollar américain va commencer à
à avoir un regain de puissance en termes de sollicitation dans les transactions commerciales. Parce que vous savez que le dollar, c'est d'abord une monnaie de réserve, mais c'est surtout une monnaie des échanges internationaux. Donc, numériser le dollar en ce moment précis va favoriser son utilisation plus facile et avec d'autres mesures qui ont été prises telles que la hausse des droits de douane de plusieurs pays, y compris l'Union européenne, jusqu'à 30%, il est question d'attirer davantage d'investisseurs aux États-Unis, au lieu que certains investisseurs produisent à l'étranger pour exporter vers les États-Unis. Quand ils trouvent que c'est très cher, ils viennent facilement s'implanter aux États-Unis, même produire sur place aux États-Unis, et vous en connaissez les implications. Beaucoup d'emplois créés, une forte circulation monétaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le président Trump est resté fidèle à sa dynamique pour pouvoir rendre les... Face à la menace des BRICS, on va peut-être dire que c'est en réaction aussi à la menace des BRICS qui arrive et qui veut également opposer une force réelle au dollar. Oui, tout à fait, puisque les BRICS ont prévu déjà de créer leur monnaie digitale des BRICS, qui sera très probablement indexée à l'or, parce que ce qu'on réclame, ce qu'on reproche aussi beaucoup aux monnaies cryptographiques, c'est leur fluctuabilité. Elles fluctuent beaucoup. Donc, il y a des stablecoins, certes, mais si la monnaie elle-même peut être indexée à nouveau à l'or, qui est une valeur refuge reconnue mondialement de tous, mais ce serait une très bonne chose. Donc les BRICS tendent vers là. Il n'est pas exclu que les États-Unis aussi puissent prendre les mêmes mesures. Très bien. Merci pour ces éclairages. Docteur, ingénieur Jean-René Ndouma, fils universitaire, expert financier, économiste, consultant, écrivain, auteur de l'ouvrage Destitution monétaire au Centrafrique. Docteur Irénée Gignac, j'imagine que vous avez pu capter quelque chose de tout toutes ces analyses du docteur Jean-René Ndouma, fils. Un vrai cours d'économie. Donc, c'est sa spécialité et je crois qu'il la maîtrise très bien. Donc, je lui dis merci pour les informations qu'il a données et j'en apprends un peu mieux. Beaucoup. Donc, franchement, c'était clair. Vous gardez la parole et c'est avec vous que nous ouvrons ce sujet principal. Cameroun présidentiel 2025, pourquoi l'argument du changement domine les débats? Effectivement, tous parlent d'une même langue, si vous voulez. Tous parlent des mêmes langages. Effectivement, c'est l'expression appropriée. Chacun parle du changement, mais chacun parle de ce changement à sa manière. Et il y en a qui parlent d'alternative, il y en a qui parlent d'alternance. Allez donc chercher ce qu'il y a, la nuance qu'il y a entre alternative et alternance, sauf que changement revient dans les deux sens. Alors, pourquoi on arrive là? Selon vos analyses, pourquoi on arrive à un moment où cela semble être le dénominateur commun de tous les Camerounais, changement? Je crois que, dans un premier temps, la prédominance de cette thématique-là dans la situation actuelle à laquelle tu fais allusion est relative à l'exacerbation de l'immobilisme qui a caractérisé le Cameroun jusque-là. Donc, quand on a exacerbé l'immobilisme, il est à peu près logique qu'à un certain moment, tout le monde aspire au changement. Et la situation est d'autant plus intéressante, enfin, d'autant plus remarquable qu'on est dans une culture qui, à mon sens, est une culture un peu conservatrice. Donc, les gens sont très patients et les gens attendent. Mais si les choses ne changent pas, si rien ne bouge, eh ben ça donne ce qu'on a aujourd'hui. Hein? Donc, il y a un ras-le-bol de l'immobilisme, hein? Un ras-le-bol général de l'immobilisme qui fait que aujourd'hui tout le monde veut le changement. Hein? Et d'ailleurs, c'est une chose intéressante puisque ailleurs on aurait parlé de révolution. Parce que la question se pose de savoir si, dans notre pays, disons, la solution ne serait pas plutôt celle de la révolution. Hein? Donc,
Donc, je crois que cela est parfaitement logique, le fait que on demande le changement. Maintenant, le changement, c'est un mot. Après, chacun y met ce qu'il veut. Chacun n'a pas le même entendement de ce mot-là. Ce que tu viens de dire tout à l'heure. Il faudrait peut-être que les gens se réunissent, s'entendent sur ce que... Mais bon, la cacophonie, même dans cette régularité thématique laquelle le changement est aussi organisé par le régime, à mon avis, parce que attendre la veille de la clôture des listes pour déclarer la candidature du candidat le plus probant n'est pas une façon disons, d'éclaircir le débat ou de rendre le débat facile ou de rendre la compétition facile. Donc, de toute façon, je crois que le Camerounais est patient. Et s'il parle de changement aujourd'hui, c'est qu'il y a véritablement un ras-le-bol de quelque chose et que il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Hein. Alors, donc, docteur, on a comme impression que vous parlez à demi-mot. On ne parvient pas à cerner exactement l'orientation que vous voulez donner. À vos précis, appelez chacha, chien, je vous en prie, ça serait mieux. On va mieux vous comprendre ainsi. Oui, mais moi je me comprends très bien, Raoul, parce que je dis changement, il était inévitable qu'après 42 ans de pouvoir, les gens aujourd'hui, le Cameroun aujourd'hui plébiscite encore la reconduction du même régime. Donc il est normal. Les Camerounais sont fatigués. Les Camerounais il y a de l'usure un peu de la situation dans laquelle on se trouve. Hein. Il faut le changement déjà par la mécanique de la vie humaine, mais aussi par la condition dans laquelle les gens vivent. Les gens veulent du changement pour pouvoir se soigner mieux, pour pouvoir, ou peut-être même tout simplement se soigner, pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, pour pouvoir loger, pour pouvoir payer leurs factures, pour pouvoir aller... En fait, moi, je pense même que le changement est un mot assez vague. Hein. On a besoin de l'amélioration de la condition de vie des gens. On a besoin de conditions de vie économiques, conditions de vie sociales, que les gens soient mieux traités par leurs forces de l'ordre, que les gens soient mieux traités par leurs fonctionnaires, qu'ils n'aient pas à payer chaque fois quand ils vont pour un service auquel ils ont droit. Donc, on est dans une situation de crise un peu, hein, même beaucoup. Donc, c'est ça un changement que les gens veulent. Hein. Et il faut comprendre ça. Et de toute façon, le contraire m'aurait étonné. Hein. Le contraire m'aurait étonné. Mais moi, je dirais que je vois aussi que la situation du pays fait que les gens, les Camerounais rejoignent un peu les thématiques qu'on retrouve dans les campagnes électorales européennes. Parce que quand vous voyez la dernière campagne du président Macron, celle d'avant, c'était le changement. Celle d'après, c'était le changement encore. Donc là, ça devient caricatural. Hein, ça devient caricatural. Le même président qui proclamait le changement 7 ans avant, vient 7 ans après et dire qu'il va faire du changement encore. Changement de quoi? De lui-même. Donc, ce n'est par la force de la crise au Cameroun, voilà vers quoi on s'oriente à avoir les mêmes thématiques que des pays dans lesquels la culture n'est pas la nôtre. Et il y a là aussi une métaphore du fait que ce rapprochement culturel avec l'Occident correspond à un moment où beaucoup de jeunes Camerounais veulent aussi partir du Cameroun pour rejoindre l'Occident. Très bien. Donc, merci. À mon avis... Merci beaucoup, docteur, pour cette première prise de parole. Je vous suggère, compte tenu du fait que nous avons nous avons lancé l'émission avec beaucoup de retard, 50 minutes de retard, je vous suggère de raccourcir maintenant votre timing de prise de parole. Ça va nous permettre de diversifier les avis sur ce plateau. Oui, vous souhaitez rebondir, Henri Louis Diébandin. Oui, bon, moi, alors, qu'est-ce qui suscite ce goût de changement, si on peut le dire ainsi? Alors, pour être clair, hein, parce qu'il faudrait qu'on le dise. Hein, allez-y, ne parlez pas à demi-mots, allez-y rapidement. L'excès de misère, la souffrance des Camerounais. Sincèrement, les Camerounais en ont marre. Il faut le dire ainsi. Il me souvient, il y a de cela peut-être 2 ou 3 mois, nous avions un débat ici sur la vie chère. 3 ou 4 mois, nous avions un débat ici sur la vie chère où on a essayé d'épiloguer longtemps sur... ce que les Camerounais vivent au quotidien. Vraiment, c'est pas de l'eau potable, c'est la mer.
c'est-à-dire de l'eau salée. Donc, sincèrement, c'est à cause de l'extrême misère des Camerounais qu'aujourd'hui, dans tous les villages, dans toutes les communes, partout au Cameroun, on parle de changement. Mais maintenant, vous avez dans votre préambule, tout à l'heure, parlé de changement, c'est-à-dire alternance ou alternative. Est-ce que nous avons simplement besoin de changer une personne à la tête de l'État du Cameroun? Est-ce qu'il s'agira tout simplement de prendre un monsieur qui a passé son temps avec celui qui est là actuellement, c'est-à-dire ne connaît pas autre réalité que celle qu'il a vécue pendant 43 ans, et aujourd'hui, on voudrait que, par exemple, ces personnes-là reviennent. Moi, je pense que... On voudrait. Mais on voudrait, c'est-à-dire, si tout le monde parle de changement, ceux qui parlent de changement... Que celui qui est là reste. Oui, voilà. Et donc, s'il ne s'agit que de cela, sincèrement, moi, je pense que le débat serait faussé. Il faut, en réalité, une rupture. Il faut une rupture totale de ce système, de ce régime qui nous a pourri la vie pendant... Alors, qu'est-ce qu'on met dans le changement? Alors, donc, ce que moi je mets effectivement dans le changement, je mets plus alternative, c'est-à-dire autre chose. C'est-à-dire qu'on nous propose autre chose que ce que nous avons. Parce qu'on a parlé longtemps de, par exemple, décentralisation, lorsqu'on parle des CTDI. On a parlé de décentralisation. Est-ce qu'elle est effective? Non. Parce que sur le terrain, nous voyons autre chose. Quand nous allons sur le plan économique, je pense que l'économiste est là, il pourra peut-être mieux le détailler que moi. Quand on regarde sur le plan économique, est-ce que nous avons effectivement décollé? Est-ce que nous avons amené les Camerounais à jouir de leur richesse? Je ne pense pas. Et donc, il s'agit d'une refonte. Il faut refaire le Cameroun. Et pour refaire le Cameroun, il faudrait s'intéresser beaucoup plus sur nos réalités, les réalités sociales, culturelles, que à partir déjà des communes. Il me souvient quand même, c'est vrai, on me dira que je n'étais pas encore né, j'étais très jeune. À une certaine époque, pendant le règne du président Ahidjo, nous avions quand même dans Vous chaque... déjà né? Donc, justement, c'est ce que j'ai dit. Nous avions dans chaque commune... Enfin, à l'époque, c'était la SNEC, je pense, la SNEC. Nous avions dans chaque commune un barrage ou alors une citerne, en fait, un moyen d'approvisionnement local qui ne dépendait pas de la Kamwata centrale. Et nous avions, et il me souvient quand même aussi que dans tous ces arrondissements, on avait un camp des enseignants, un camp des infirmiers ou du personnel de santé. On avait un camp de la gendarmerie et de la police. Du moins, c'était tellement organisé. Aujourd'hui, c'est-à-dire, vous arrivez dans un arrondissement, vous vous posez la question de savoir qui sont effectivement ceux qui travaillent ici pour le compte du peuple. C'est-à-dire, ceux qui sont amenés à servir le peuple, c'est-à-dire le personnel d'État. Parce qu'effectivement, cet État est absent. La prise en charge du personnel dans des endroits reculés. Oui, oui, justement. L'État est absent par rapport aux citoyens. L'État est absent. Le citoyen ne ressent pas l'État. Les citoyens ne ressentent pas l'État. Et donc, quand on regarde donc tout cela, moi je pense que la réflexion que nous devons mener aujourd'hui, s'il faut parler de réflexion encore en ce moment crucial, parce que dès le 12 octobre prochain, nous aurons à choisir dans la mesure du possible on va y arriver. On va y arriver. Oui, Vous ne courez pas plus vite que le temps. Je pense que nous devons refaire. Donc tout est à refaire. Hein. Tout est à refaire. Moi, je mise plus pour une rupture. Et puis, on reprend et puis on va là. Bon, on ne refuse pas qu'il y a des acquis. Ouais. Il y a des acquis, on ne refuse pas. Mais il faut déjà rompre avec ce système pour pouvoir évoluer, pour que le Cameroun émerge. Junior Abena, également, je m'interroge, qu'est-ce qu'on met dans le changement? Parce que cela semble être le point commun de tout le monde.
Oui, effectivement. Bon, ne disons pas que c'est un terme générique, hein. C'est un terme qui est d'actualité parce que depuis très longtemps, on parle de changement. Mais maintenant, le changement, il vient où, il vient comment? Parce qu'il faut voir les populations. Qui parle de changement? C'est la masse, c'est les peuples qui parlent de changement. Parce qu'ils vivent des réalités. Ils vivent la misère, la souffrance. Ils sont exaspérés par les problèmes que nous vivons au quotidien. Et dans ce changement-là, on parle de quoi? On parle aussi d'un pouvoir qui est en décrépitude, un pouvoir qui est sclérosé, c'est-à-dire un régime qui a du mal à fonctionner, à faire vivre les institutions, un régime qui est dans une procrastination pratiquement et qui met en porte-à-faux même le discours qu'ils tiennent aux populations. On ne peut pas dire aux populations qu'on vous donnera des routes. Vous voyez, il y a un septennat qui est passé. Maintenant, vous faites le bilan. Est-ce qu'il y a un réel bilan qu'on peut faire pour dire aux populations, voilà ce qu'on a fait et voilà ce qu'on devrait faire et voilà ce qui n'a pas été fait? Donc, tout ça, cette forme de malhonnêteté politique, parce qu'en réalité, c'est ça aussi la politique, c'est de charmer, c'est de séduire. Mais alors, on ne peut pas séduire. Vous parlez du banditisme politique. Bon, je vous laisse ces mots parce que je ne veux pas... C'est trop. Pour moi, je trouve que nous sommes... en termes de politique, on ne peut pas se fier au discours simplement. La politique, c'est qui le charme avec la politique, c'est les résultats. Bon, après 42 ans quand même, là, ça pose un problème. Et on ne peut pas passer le temps à recycler les échecs. Vous savez qu'il y a un artiste qui a chanté qu'au Cameroun, on change ce qui ne marche pas avec ce qui ne marche plus. Donc des choses comme ça, vous pose un tableau un peu sombre et les populations aspirent maintenant à un peu de modernité, c'est la modernité des institutions. Là-dedans, il y a la réforme, des institutions, le code électoral même qu'il faut toiletter, qu'on n'a pas toiletté. Il y a même la constitution du Cameroun qui doit être mise à jour, mise à niveau, parce qu'il y a une dynamique dans la vie économique, on a un expert qui est là, on dit pas du Bitcoin, il y a des nouvelles formes d'économie qui arrivent, et il y a tout ça, et puis ces dynamiques-là ne sont pas intégrées dans notre constitution, il faut revoir ça. Il y a le renouvellement de la classe politique, ça c'est indéniable, et on voit un système clérosé avec des gens d'un autre âge qui ne répondent plus à la fonction, mais qui sont tués aux affaires. Il y a également la participation citoyenne, ça c'est elle qui nous interpelle, parce qu'elle vient renforcer la légitimité et la représentativité même de ceux qui vont nous gouverner. Voilà pourquoi même l'état des droits doit garantir un certain nombre de choses, les lois et tout. Donc tout ça, si ce n'est pas combiné dans la promotion de la démocratie, ça pose un problème. Parce que la promotion de la démocratie, comme mon panéliste tout à l'heure, là-dedans, il y a deux éléments. Il y a par l'alternance ou bien par la transition. Parce que le cas de Macron, par exemple, qui disait qu'il va faire un changement, comme tu le disais, Julien, le changement, vous voyez, quelqu'un est en poste, il parle de changement. Mais de quel changement il parle? Parce qu'il est en poste, il est au pouvoir. Donc là, il parle peut-être d'un changement virtuel, d'un changement de comportement, ou bien il va créer une autre méga structure dans une transition psychologique, ou bien, je ne sais pas. Mais vous voyez, ce sont des termes politiciens qui bascule le débat vers l'inconnu, et le peuple a besoin de réponses parce que les pouvoirs perpétuels ce qui est dangereux, ont toujours une fin chaotique. Donc nous ne souhaitons pas ça. Nous voulons un apaisement et que le jeu démocratique soit sincère et que les hommes politiques aussi soient à la hauteur des enjeux. Vous êtes déjà en train de conclure comme si vous n'auriez plus de parole, Junior Rabina. Nous sommes encore dans le diagnostic. Alors, docteur ingénieur Jean-René Ndoumafis, vous êtes observateur de la scène politique camerounaise. Dites-nous, ce changement, s'il est souhaitable, devrait-il être une alternance, une alternative? Pourquoi les Camerounais sont arrivés à ce stade? Bon, mes prédécesseurs l'ont dit en d'autres termes, hein, le constat misérable est généralisé. Quand on a la majorité de la population qui ne s'en sort pas en termes d'alimentation, en termes de santé, en termes d'éducation, ça doit être préoccupant. Parce que pour moi, de bons dirigeants s'illustrent dans l'amélioration des conditions de vie des moins nantis. Ce n'est pas au niveau du sommet qu'on montre qu'on dirige bien. Parce que généralement, ceux qui sont à ce niveau-là ont des privilèges.
Ils ont tellement de commodités qu'ils n'ont pas besoin vraiment de réfléchir sur ce qu'il faut prendre comme disposition pour vivre au quotidien. Cela dit, le constat est généralisé. Il faut prendre des dispositions. Moi, je parle du changement du système. Parce que on peut changer un individu et puis celui qui arrive fait pire. On peut changer le régime, mais si le système reste. On peut changer le régime, le système reste, etc. Il faut changer le système qui a montré ses limites sur des décennies. Et pour ça, il faut des gens qui tiennent un discours qui permettent de savoir si on est à la hauteur de ce challenge. Parce que nous parlons quand même d'un État. On ne parle pas d'une mairie ou bien d'une famille ou bien d'une petite entreprise quelque part. Donc, il faut changer le système parce que ce système-là, actuellement, puisqu'on est dans le diagnostic, il est corrompu, structurellement corrompu, mais aussi infrastructurellement corrompu. C'est-à-dire que le premier gros problème du Cameroun, à mon avis, c'est la corruption. Elle est transversale et elle est systémique. Et donc, elle part du sommet jusqu'à la base. À la base, elle est généralisée parce que les gens sont, ils vivent dans la misère. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas être corrompu, tu acceptes d'être corruptible pour essayer de survivre. Et donc, ça devient un instrument qu'on utilise, que certains utilisent pour tenir les uns et les autres jusqu'au sommet. Donc, celui qui est capable de déconstruire ce système corrompu va créer, n'est-ce pas, un environnement qui permettra que les énergies des uns et des autres puissent s'exprimer. Parce que c'est là, en fait, le gros problème, à mon sens. Donc, les discours, c'est bien beau. Les gens qui tiennent des discours qui ne sont pas cohérents, d'abord, la succession des discours, mais qui ne sont pas aussi cohérents parce que on tient un discours et on pose des actes qui sont contraires au discours, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Ce type de politiciens-là doivent... on doit faire attention à ce type de... Parce que la politique doit quand même avoir une certaine dimension éthique. Et si vous avez quelqu'un qui est très versatile, ça peut être très dangereux de lui confier tout un État à diriger. Bon. Nous avons aux États-Unis un président qui a un caractère qui est assez difficile. Mais au moins on est convaincu, les Américains sont convaincus que qu'il ne peut pas causer les dégâts contre les États-Unis. Du moins volontairement. Il peut se tromper. Mais en rapport avec son nom, je ne pense pas qu'il se trompe beaucoup quand il veut poser les actes qui vont dans le sens de la politique qu'il a déclinée. Et il est à son deuxième mandat, il est resté cohérent. Donc nous avons besoin d'hommes politiques dans le discours et les actes qui sont cohérents. Parce que quand on change, ça peut être pire que ce qu'il y avait avant. Ça peut être pire que ce qu'il y avait avant. Voilà. Pourtant, il faut préserver les acquis. Les acquis, il y en a. Le docteur l'a dit. Les acquis, il y en a. Et donc, il faut quelqu'un qui préserve ses acquis et qui va faire mieux, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui va nous annoncer avant d'arriver au pouvoir. Alors, Henri, lui, Madeng, finalement, la question n'est donc pas au niveau du changement du régime. Le changement du système semble être prioritaire par rapport au changement du régime. Mais pourtant, lorsqu'on écoute, on lit, on essaye de comprendre certains, on a comme impression que ce régime, on en veut véritablement à ce régime. Oui, il faut le dire ainsi parce que ce régime est calqué sur un modèle colonial. C'est-à-dire que à partir déjà de la ressource humaine, c'est-à-dire, je fais allusion à ceux qui nous gouvernent au Cameroun aujourd'hui, vous allez voir que à 98%, ce sont des gens qui ont beaucoup flirté avec le colon.
Et logiquement, il ne peut en découler que les habitudes, les attitudes de l'ancienne l'ancienne colonie. L'ancienne colonie. En fait, quand je le dis, c'est parce que lorsqu'on regarde dans le fond, on comprend clairement que celui qui est le plus impacté dans ce système, c'est entre guillemets, le petit Camerounais, je veux dire, le citoyen lambda. Celui qui n'a pas la force de compétir avec le sommet, c'est lui qui subit. Parce qu'en réalité, ce système ne tient pas compte, ou alors n'a pas été façonné de manière à ce qu'il tienne compte des réalités sociales, culturelles de notre pays. Parce que nous savons que le Cameroun est un pays à diverses cultures, parce que multilinguistique, multiethnique, avec plusieurs traditions, un pays particulier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'Afrique en miniature. Alors, lorsqu'il va falloir, alors s'il faille qu'on refasse le Cameroun, il faudra donc tenir compte de ces réalités-là. C'est pour cela que notre système politique, la première chose qu'il faut refaire, c'est notre système politique. C'est-à-dire qu'on laisse l'histoire de décentralisation aboutir et tout ce qu'on veut là. Vraiment, c'est des histoires qu'on passe au fédéralisme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les régions... non, je ne vous enlève pas la parole. Permettez-moi de faire une précision. Les débats sur les systèmes, fédéralisme, décentralisation, on en a tellement fait. Pour l'instant, le Cameroun est dans le registre de la décentralisation et nous essayons d'y aller dans ce sens. Donc, les contradictions, peut-être pas pour ce plateau. Oui, bon. Mais ce que je voudrais dire par là, parce que j'ai juste embrayé, mais ce que je voudrais dire par là, c'est que quand on parle de refonte du système, ça veut dire qu'il faut revoir déjà ce qui a été fait à la base. Et comme je le disais tantôt, c'est la base qui a faussé tout. Et ensuite, maintenant, revenir sur la ressource humaine, c'est-à-dire à partir de la tête. Il faudrait qu'il y ait donc, c'est-à-dire une rupture. Et cette rupture également vient aussi au niveau des générations. Parce que si on veut rompre sans tenir compte des générations, on a tout faux. On a vraiment tout faux. Le Cameroun est en majorité habité par des jeunes. C'est-à-dire, je prends pour jeunes ceux qui sont âgés de 50 ans en descendant. En descendant, oui. Donc, il n'est donc pas question, ou alors il n'est plus possible aujourd'hui que quelqu'un qui ne connaît pas les réalités des jeunes, quelqu'un qui n'a pas vécu les réalités camerounaises, c'est-à-dire ce que les gens vivent, le bas peuple vit, il est hors de question que cette personne-là soit à même de subvenir ou alors de permettre à ce que le panier de la ménagère soit normal de plus en plus par rapport, qu'il soit déjà normal par rapport à la masse, à la population et par rapport à l'économie, à ce que nous pouvons engranger comme richesse au Cameroun. Donc, il faut déjà que tout cela soit remis à plat. Moi, je suis effectivement, sincèrement, je suis pour la rupture de ce système en tenant compte des acquis, mais qu'on essaie déjà de rompre à partir de la ressource humaine jusqu'au niveau social avec la refonte de l'État. Très bien. Alors, on va ouvrir l'antenne. On pourra permettre à certains téléspectateurs d'agir compte tenu du fait que le temps nous tient à la gorge. Vous allez réagir via le numéro de téléphone qui sera affiché sur le petit écran, le 6 94 45, je crois. 60 38, 6 94 45 60 38, c'est le code d'accès à cette émission. Vous réagissez en 2-3 minutes pour vous. Alors, Junior Rabina, alors, pourquoi la présidentielle de 2025 semble maintenant être l'occasion idoine de tourner totalement la page? Oui, très très bonne question. Vous avez l'opportunité
Et cette opportunité ne s'adresse pas qu'au Cameroun. C'est un phénomène géopolitique qui s'annonce depuis très longtemps en Afrique. Il y a des changements, il y a des courants qui viennent. Et aujourd'hui, les Africains connaissent, avec l'ère, la modernité et l'arrivée de l'informatique ou bien de tout ce qui est technologique, crée une ouverture au monde, une fenêtre incroyable où les Africains sont faits de ce qui se passe partout, d'abord en Afrique, chez eux, et dans le monde. Donc les Africains sont fatigués, sont épuisés de cet accaparement, parce qu'il faut le dire, le Cameroun, pour revenir au Cameroun, le Cameroun hérite d'un passé colonial. Et ceux qui sont aux affaires, c'est les néocoloniaux, c'est-à-dire que l'endocoloniat, qui continue à perpétrer cette forme de colonialisme à distance, c'est-à-dire que sous mandat. Et puis, vous voyez que ça pose un problème au niveau des peuples, des populations qui veulent s'affranchir d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire économiquement, culturellement. Nous avons été embrigadés pendant longtemps, et ces accords qui ont pesé longtemps sous le poids de ces accords-là, les régimes ont eu du mal en Afrique de se déployer, ont du mal à se déployer. Et aujourd'hui, donc, comme vous l'avez dit, l'opportunité après un demi-siècle, c'est qu'il faut revoir. Vous avez vu, la plupart des pays africains ont revu les accords de défense au Sénégal récemment même. Il y a tout ce qui est militaire français. Il y a eu une sorte de remise en un départ massif des bases militaires, et puis même démantèlement. Et c'est partout, on a vu ce qui se passe au Niger et tout, on voit ce qui se passe au niveau de l'AES. C'est une aspiration des peuples, c'est-à-dire que de la population, des peuples africains, qui disent qu'ils sont fatigués. Mais au Cameroun, il n'y a pas de base française. Au Cameroun... concrètement, en quoi cette élection de 2025 est une occasion de tourner la page? Parce que c'est ce qui se présente de mieux pour les Africains et les Camerounais, parce qu'on ne peut plus continuer avec un pouvoir perpétuel qui se reproduit et qui ne met pas en évidence un véritable changement de paradigme. Nous sommes restés dans un modèle colonial, on est resté dans... Vous voyez les APE, on vous dit, bon, alors qu'ailleurs, les frontières sont devenues des éléments de souveraineté, mais ici au Cameroun, on a ouvert les frontières, des choses comme ça, parce que... Et c'est ça qui démontre ce néocolonialisme, néolibéral même, qui est au cœur des enjeux et qui fait que les Africains ne se retrouvent pas. Ce n'est pas forcément parce que le régime fait mal, mais c'est parce que nous sommes dans un système global qui empêche même à ce régime de fonctionner. C'est-à-dire qu'eux même sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, parce que vous ne pouvez pas scier les accords. Qui doit mettre un terme avec ce système? Le peuple doit sanctionner. Voilà pourquoi l'élection est le meilleur. L'élection, c'est le meilleur rendez-vous du peuple devant c'est-à-dire que je vais dire, l'électorat s'exprime pour aspirer à un changement, parce que ce changement-là doit se faire. Voilà pourquoi on parle de plus en plus d'afrocentricité. C'est-à-dire que les Africains doivent être eux-mêmes au cœur de leur développement. C'est-à-dire que si vous déléguez les gens qui n'ont même pas la légitimité d'ailleurs, et puis ils font ce qu'ils veulent, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Or, nous sommes dans une logique où aujourd'hui il faut fédérer les énergies. Il faut que, ça c'est un débat panafricanisme, mais il faut que les Africains, les Camerounais, sachent que ce sont eux-mêmes qui seront la raison. Quand vous voyez 82 déclarations de candidature, ça pose... il y a déjà un problème de mental. Les Camerounais ne sont pas encore préparés. C'est-à-dire que vous voyez qu'on banalise même la fonction présidentielle parce que les gens ne comprennent pas les enjeux. On pense que c'est encore une rigolade, c'est une histoire où on va aller se faire voir, dire que j'ai été candidat à l'élection. Non. Et ça, c'est ce travail perpétuel que les hommes politiques doivent apporter sur la scène et dans le peuple pour les faire comprendre en réalité que ce que nous sommes en train de vouloir faire là, c'est un enjeu, pas seulement pour nous, mais parce qu'on a des postes et tout, mais parce que c'est ça l'éveil du peuple. Il faut amener l'éveil pour qu'ils sachent que en réalité, voilà ce qui les enjeux et comment nous pouvons arriver à créer donc une alternative ou un changement ou même une rupture systématique pour les lendemains meilleurs. Alors, on a cet appelant, il est encore là? Ok. Docteur ingénieur Jean-René Ndoumafis, en tout cas, c'est au 6 94 45 60 38. Docteur ingénieur, alors pourquoi la présidentielle du 12 octobre 2025 devrait être cette fixation pour certains de penser que c'est là où il faut rompre avec tout?
Parce que c'est quand même surprenant. Tout le monde a des regards sur un seul jour et pour dire que ce jour-là, tout doit changer. Bon, je suis toujours de l'avis que rompre avec tout n'a pas forcément à voir avec l'individu. Bien sûr. C'est pour ça que je parle du système. Ce système qui est un système néocolonial, mes copanélistes l'ont dit, ça veut dire qu'il faut couper le cordon néocolonial. Bien sûr. Et c'est tout par-delà. Il faut donc un dirigeant capable de désobéissance internationale. Parce que le système international soumet différents États, et en particulier les États africains, à des pratiques qui sont contre les intérêts des États. Les impérialistes. Donc, ces impérialistes ont intérêt à ce que le Cameroun, y compris le Cameroun, ne se développe pas jamais. C'est clair. Ça n'a pas changé. Donc, il ne suffit pas qu'on change un individu à la tête de l'État pour penser que ce problème précis, que je rappelle, est réglé. La deuxième chose, c'est que ceux qui tiennent le pays à l'extérieur ont des relais à l'intérieur. Ce que nous appelons les endocolons, qui sont dans l'appareil décisionnel et qui travaillent pour ces impérialistes-là. Ce sont des Camerounais. Et tout ça a fait qu'aujourd'hui, il y a un système qui a été construit au centre duquel la corruption facilite et explique tout. Les détournements de fonds publics, c'est surtout facilité par la corruption. Le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, ça facilite la corruption. Ça facilite le financement des groupes qui sont des groupes ennemis du système. Ça facilite le financement même des endocolons qui doivent continuer d'œuvrer pour que l'économie du Cameroun qui est extravertie demeure extravertie avec une balance commerciale structurellement déficitaire à vie. Ce sont là des points d'ancrage sur lesquels les politiciens, les 82 candidats là, que chacun se dise capable de pouvoir faire ce que nous sommes en train de dire là. Ce n'est pas des discours. Ce n'est pas des discours. Les programmes politiques là ont 3-4 axes principaux. Tout le reste, c'est des projets. Des projets découlent d'une stratégie politique, d'une vision politique. Tout à fait. Donc, arrêtez de nous citer des projets. Je vais transformer 40 000 hectares en 2 jours, machin. C'est un projet. Mais c'est lié à quoi? C'est pour aboutir à quoi? À quel résultat? Améliorer les conditions de vie de combien de millions de Camerounais? Sur quelle période? Ainsi de suite. Voilà des questions existentielles sur lesquelles nous nous mettons un accent. Chaque élection présidentielle, cela dit, donne donc l'occasion au peuple, n'est-ce pas, de décider de qui est capable de pouvoir le faire. C'est ça. Si le 12 octobre 2025, parmi les 82 candidats, si, je ne sais pas, le conseil électoral et la Cour constitutionnelle vont, je ne sais pas, peut-être retenir une quinzaine, je ne sais pas. Si parmi les 15, il y en a un que les Camerounais pensent être à la hauteur de ces enjeux internationaux et nationaux, bien sûr, cette personne-là sera la bienvenue et on va l'accompagner. C'est ça. Donc, que ce soit l'opposition, les oppositions ou bien le parti au pouvoir, etc., le plus important, c'est d'avoir un dirigeant qui est capable de faire ce que nous sommes en train de dire là. Très bien. Henri Dié-Bandeng, un dirigeant qui est capable de faire ce que nous sommes en train de dire là, et on va aller le chercher dans quel candidat? Il y en a 82. Vous avez l'opposition, vous avez le pouvoir. On va le chercher dans l'opposition, ou alors il peut rester dans le pouvoir, sauf que là, il faudra peut-être changer de cap. Parce qu'on semble entendre sur ce plateau ici que la question n'est pas au niveau de l'individu, c'est-à-dire n'est pas au niveau de la personne qui dirige le pays en ce moment, mais au niveau du système qui, lui, doit être extirpé.
La personne peut rester, le système lui soit stipé. Autant des questions qu'on peut se poser aussi. Oui, effectivement, votre question me permet tout simplement de revenir sur quelque chose de fondamental. Quand on parle de rupture, il a encore dit, le frère l'a dit tout à l'heure, quand on parle de rupture du système, on ne parle pas seulement de personne. Mais en réalité, la personne porte un projet. La personne porte une idéologie politique. Et c'est à travers cette idéologie politique que les Camerounais s'expriment. Alors, quand je l'ai dit, je veux simplement essayer de taler, n'est-ce pas, un peu les ambitions du peuple camerounais. Nous savons que le peuple camerounais est resté longtemps captif et à partir de cela, il n'est pas évident pour ce peuple-là de choisir véritablement à partir des objectifs que nous venons de fixer sur ce plateau. Pourquoi il n'est pas évident? Ça veut dire que le peuple ne sait pas ce qu'il cherche. Il n'est pas évident parce que ce peuple... Ne sait pas là où il va? Non, il sait là où il va. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Mais sauf que, j'en viens. C'est-à-dire, sauf que ce peuple, en partie, je voudrais même quantifier peut-être à 30%, est très assoiffé et a très faim. C'est d'ailleurs ce qui, depuis les années 92, a permis à ce système de perdurer. Parce que le peuple avait faim, il se contentait de ce qu'on lui donnait lors des élections et ça se passait comme ça se passait. Nous connaissons tous la chanson. Alors, ce peuple donc, n'étant pas totalement en même de décider, se réfère à d'autres types de préoccupations. C'est pour ça que on a eu tendance à croire qu'au Cameroun, il y aura un messie qui tombera du ciel pour pouvoir diriger le Cameroun. Non. Nous avons là, pour revenir, pour répondre à votre question, nous avons là, sur cette liste, des gens qui sont porteurs de projets capables de pouvoir remonter le Cameroun. Quand je dis remonter, c'est parce que nous sommes bas. Puisque vous dites que le peuple est incapable de choisir, parce que vous dites que le peuple a faim, justement, comment donc ce peuple va déceler dans ces gens capables? C'est une invitation. En fait, votre question me est effectivement une invitation. Nous invitons donc le peuple à ne pas suivre le Messie, mais à écouter ce que les candidats portent comme projet. Donc, que les Camerounais prennent la peine d'écouter. Qu'ils ne s'intéressent plus sur des histoires banales qu'on voit partout dans les réseaux sociaux et puis motivés par la haine et le tribalisme et tout. Non, aujourd'hui, le Cameroun n'a pas besoin de ça. Nous devons penser le Cameroun. Penser le Cameroun, c'est-à-dire voir l'avenir du Cameroun, voir l'avenir de nos petits-enfants, de nos enfants, de nos petits-enfants. Alors, on a cet appel. Ok, prenons cet appel. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Très bien, nous vous écoutons. Ok, je vous suis actuellement sur le réseau. Oui. Oui, par rapport au problème des 82 électeurs, 82 candidats. Allez-y, monsieur. Alors, donc, nous disons que ces 82 candidats-là, ils ne veulent pas vraiment la santé du Cameroun. Nous nous sentons très très mal par rapport à ces candidats parce que personne ne veut le bien du Cameroun. Vous avez fini? Nous aimons plutôt que les militaires prennent leur responsabilité de sauver le Cameroun. Ouais. Alors, vous convoquez l'idée d'un coup d'État sur ce plateau, monsieur? Nous ne pouvons pas être d'accord avec vous. Nous sommes assez sérieux quand même sur ce plateau. Vous n'allez pas demander à l'armée de se révolter là maintenant. Franchement dit, nous allons nous désolidariser de votre idée. Hein? Franchement dit. Oui, allez-y. Oui,
l'alternance au Cameroun se fera par la paix, ça c'est sûr. Alors, je disais tantôt que... La vous chutez, hein? Nous sommes déjà à la fin. Oui. Je disais tantôt que il y a, parmi ces 82, il y en a qui ont des projets porteurs. Oui. Et que les Camerounais prennent la peine d'écouter et de les suivre. Oui. Je suis d'accord avec le docteur. Junior, non, s'il vous plaît. On peut plus vous permettre de développer. On n'a pas de temps. Junior, en 2-3 minutes, je vous ai pris. Le timing, malheureusement, est arrivé. Allez-y, en 2 ou 3 minutes. Oui, la tendance, en réalité, vous savez que le système actuel ne peut plus faire sa mue. Après 42 ans, on a vu qu'il a bout de souffle. Nous voyons ses limites. Et voilà pourquoi nous pensons que le véritable enjeu aujourd'hui en Afrique, c'est l'enjeu néolibéral. C'est-à-dire que comment les grandes puissances impérialistes dans le monde essayent d'imposer un ordre mondial. Et nous voulons donc aujourd'hui des leaders africains qui peuvent apporter ce vent de changement, pas seulement au cœur du Cameroun, mais ce vent de changement qui peut être face à une pression mondiale. Et l'enjeu également, parce qu'aujourd'hui, même dans cette pression internationale, il y a des blocs qui se mettent déjà en place. Vous voyez que ces blocs-là font qu'on a des possibilités, il y a des fenêtres qui s'ouvrent avec des BRICS, par exemple, qui permettent aujourd'hui à certains pays africains de complètement s'émanciper, surtout les chefs d'État qui ont encore ce problème, parce qu'ils sont sous les accords. Ces BRICS-là les donnent donc une fenêtre. Voilà pourquoi nos candidats, parmi les candidats qui vont à la course pour la présidentielle, il faut qu'il y ait des candidats, des leaders qui portent dans ce projet panafricaniste-là, ces leaders qui peuvent nous enlever ce fardeau, cette pesanteur des accords qui bloquent complètement l'émergence des pays, surtout le Cameroun, ici comme à l'international. Jean-René Doumafi, Sonsor avec vous. Qu'est-ce qu'on attend de cette présidentielle du 12 octobre prochain? Qu'est-ce qu'on attend des candidats et qu'est-ce qu'on attend du peuple camerounais? Théoriquement, après la validation des candidatures, il serait bien que les oppositions aient un candidat consensuel. Un candidat consensuel. Pour que, théoriquement, l'opposition puisse créer une alternative. Je ne parle pas d'alternance. Une alternative. Donc, si l'opposition en est, les oppositions en sont capables, parce que pour moi, il y en a plusieurs, et vous voyez bien la disparité des candidatures, si l'opposition en est capable, ça va donner un peu l'espoir à ceux qui veulent que le changement soit le changement d'individus d'abord. Voilà. Et l'autre chose, c'est que nous sommes quand même en plein dans une stratégie nationale de développement jusqu'en 2030. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont encore prévues, qui pourraient être faites dans le régime actuel, si jamais c'était le candidat du RDPC qui arrivait encore à gagner cette élection qui a lieu dans... Vous y croyez encore? En ce moment, le président de la République aura donc 99 ans à la fin de son mandat. Et nous nous souhaitons longue vie, effectivement, le patriarche. 92 ans sonnés, candidat à sa propre succession. Il aura en face 82 autres candidatures qui sont en train d'être traitées. Dès demain, samedi 26 juillet à 12h, à Election Cameroun, la liste telle que triée par EDECAM sera d'ailleurs affichée et dire au grand public avant d'ouvrir dans le contentieux préélectoral s'il aura effectivement lieu. Et d'ici le 11 août prochain, on aura forcément la liste définitive des candidats et le rendez-vous sera donc pris pour le 27 septembre pour l'ouverture de la campagne électorale pour une élection qui se tiendra le dimanche 12 octobre 2025. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été des nôtres ce jour. Cameroun présidentiel 2025. Pourquoi l'argument du changement domine les débats?
nous avons essayé de réfléchir. Le président Bandakani y était, mais il est parti. Le docteur ingénieur Ndouma-Fils Jean-René, universitaire, expert financier, économiste, consultant, écrivain, auteur de l'ouvrage d'Union monétaire au Centrafrique. Junior Abena, société civile, coordonnateur régional d'ailleurs du MCPP, je crois bien. MPCC, effectivement. Et puis, Henri Louis Djebandeng, universitaire, chef d'établissement en politique, et depuis la Guadeloupe, nous avons eu l'honneur d'accueillir le docteur Irénée Giliem, docteur en linguistique anglaise, certifié d'anglais, DUT de finance, comptabilité, universitaire, auteur, entrepreneur, panafricaniste, membre de l'association guadeloupéenne Racine pour le lien du continent et de ses diasporas. Madame, Monsieur, retrouvez ce programme en rediffusion samedi à 22 h et vendredi prochain, s'il plaît à Dieu, nous serons là pour une autre thématique de ce type. Ayour David a assuré la réalisation autour de qui se trouvait d'ailleurs une équipe dynamique. Madame, Monsieur, à très bientôt et merci de nous avoir suivis.